Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Lundi 15 août de l'année 2016, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de LCF pour notre émission Toc Toc en direct à suivre sur Radio City FM 89.9 MHz partout dans la région maritime et aussi dans les plateaux. Bienvenue à Toc Toc donc. Nous recevons ce matin comme d'habitude deux invités confrères sont là. Le premier comme nom David Baini Djabravi. Bonjour David. Bonjour Julien. David Djabravi travaille à l'agence AfriPresse et aussi sur le site d'information togosite.com. Bonjour Basile Agbo, le patron du journal Akekle, le Scorpion. Oui, bonjour Julien. Celui qui pique très fort. Oui, bonjour Julien, bonjour chers amis téléspectateurs de LCF. Ok, dans la deuxième partie, nous aurons un économiste, Monsieur Thomas Doji Koumou, il est le président de l'association Veille économique. Avec lui, nous parlerons de l'évasion fiscale, le cas de Wassem et de Fortia. Il nous dira l'impact que ces évasions ont, les impacts, oui, c'est ça, que l'évasion fiscale assure notre économie. Donc aujourd'hui, comme c'est un jour férié, fête de l'Assomption, bonne fête à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Il n'y aura pas la une des journaux. On a le jingle entre confrères et on démarre la première partie de l'émission. Nos invités David Baini Djabravi, AfriPresse Togosite, Basile Agbo, Akekle le Scorpion. Nous allons parler du premier sujet qui est toujours le sujet qui fait le buzz depuis bientôt 3 semaines, voire 4 semaines, par ma PPS version évasion fiscale à la togolaise. Alors, 3 semaines après les révélations du journal L'Alternative sur l'évasion fiscale au sein des sociétés Wassem et Fortia, la population togolaise ne décolère pas. Elle réclame aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur ce scandale. Alors, Basile Agbo, vous voyez, la population est visiblement en colère. Mais c'est une évidence. Lorsque vous êtes dans un pays et que les problèmes financiers sont d'ampleur et que chaque matin, chacun se pose la question de savoir comment il va faire pour vivre, et que du coup, on apprend qu'il y a une société quelque part qui fait de l'évasion fiscale et que cela empêcherait donc l'économie du pays d'avancer. Et du coup, ça empêche donc le règlement des problèmes sociaux, des problèmes de santé. Donc, il est évident que lorsque un problème comme ça apparaît, eh bien, la population se lève et crie un ras-le-bol. Donc, c'est une évidence. Lorsqu'on parle donc d'évasion fiscale et que ça se vérifie, et il n'y a pas à se poser la question de savoir pourquoi la population est excitée. C'est clair qu'une situation comme telle ne peut que donc surexciter la population. La même question à David Baini Djabravi. Oui, ce qui est tout à fait normal, je rejoins directement mon confrère tout à l'heure. C'est tout à fait normal que la population exige des explications de la part de nos gouvernants. Normalement, dans un pays qui se dit respectueux des droits et des valeurs humaines, ce n'est pas à la population de faire cette démarche, c'est au gouvernement de sortir de son mutisme pour justement se prononcer sur cette situation qui prévaut au sein de cette entreprise. On a entendu parler d'évasion fiscale, on a entendu parler de beaucoup de milliards qui ont quitté ce territoire pour aller dans d'autres paradis fiscaux. Il est tout à fait normal que le citoyen lambda, qui compose la majorité du contribuable togolais, aille aux interrogations et exige que des explications soient justement fournies sur ce scandale-là qui a fait trop de dégâts depuis 3 semaines que nos confrères de l'Alternative et du Monde ont sorti ces papiers. Les associations de défense des droits de l'homme et aussi des consommateurs
tout comme les syndicats se sont donc liés, ils sont réunis donc et comptent manifester les 30 et 31 août prochains, faire un sit-in devant le ministère de la Justice pour contraindre les autorités judiciaires à se saisir de cette affaire. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une initiative qu'il faut soutenir, puisque vous savez, quand on parle d'évasion fiscale, on ne discerne pas un sympathisant du parti au pouvoir ou de celui de l'opposition. C'est tout le peuple togolais qui est concerné. Et donc c'est une situation qui a permis au peuple togolais de découvrir réellement ce qui se passe aujourd'hui et qu'on ait une idée sur comment est gérée cette entreprise depuis des années et tout le reste. Alors si aujourd'hui les associations de défense des droits humains ont compris qu'il faut s'organiser pour exiger ces explications, c'est une initiative à soutenir puisqu'il en va... Elle veut contraindre la justice à se saisir du dossier. Oui, justement, puisqu'aujourd'hui la justice est demeurée silencieuse. Autant le gouvernement, la justice ne s'est pas encore prononcée sur cette affaire. Nous nous rappelons dans les autres pays, en France précisément, lorsqu'il y a eu des cas d'évasion fiscale, on a vu comment le gouvernement français, la justice française se sont accaparés de ces dossiers-là. C'est tout à fait normal que ces associations viennent au devant de la scène pour exiger que la justice se prononce sur ce scandale. Ce scandale qui nous a fait découvrir des milliards qui ont été, disons, déportés de notre pays pour aller vers d'autres destinations inconnues, et cela repose la question de la bonne gouvernance, cette question qui a été l'une des valeurs de promesses faites par le chef de l'État lors de sa dernière campagne pour les élections législatives, pour les élections présidentielles de l'année dernière. Nous attendons de voir réellement ce qui va se passer, nous attendons d'avoir une position du gouvernement, une position de la justice de notre pays. Ça prouvera à suffisance la libération et l'indépendance de notre justice face à certains dossiers qui sont interprétés comme des scandales financiers en plus. Alors, on le voit aujourd'hui, Adi réclame la démission du Premier ministre, la CDPA demande une ouverture d'enquête parlementaire, le Obupa, à travers son président Guillaume Kodjoum, demande qu'on examine les contrats financiers concédés par le gouvernement dans toutes les sociétés, mais curieusement le gouvernement lui-même garde un silence vraiment surprenant. Oui, de toutes les façons, je continue par croire que si au jour d'aujourd'hui les populations, les partis politiques réclament, n'est-ce pas, une enquête sur cette affaire que nous sommes en train d'appeler le Wassem Gate, je crois que c'est une bonne chose. Mais ce qui a lieu de faire ici, il ne faut pas qu'on abandonne la croix pour l'ombre. La question se pose de savoir si le Premier ministre qu'on accuse aujourd'hui, le chef du gouvernement qu'on accuse aujourd'hui, d'être celui-là, la personne à abattre dans cette affaire, et que Adi réclame sa démission, d'autres partis également réclament sa démission, la question est de savoir est-ce que la personne à abattre est réellement le Premier ministre Selam Klasso. Alors, si il est permis à des Togolais d'investir dans des sociétés, je ne crois pas qu'il est interdit, enfin il y a des textes de loi qui interdisent au Premier ministre ou bien aux autorités de ce pays d'investir dans une société si ils ont les moyens pour investir. Et donc, si l'accusation est dirigée vers le Premier ministre parce qu'il a des actions à Wassem, et du coup parce que la société est en train de faire de ce que nous appelons donc le truc financier, est-ce que c'est le Premier ministre qu'il faut abattre? Parce que moi je me dis, Wassem, d'abord le statut même de Wassem, le mettant en zone franche, était déjà une grosse erreur. Parce qu'une société qui extrait dans le sous-sol togolais et dont l'extraction constitue la base de la production, mettre ces sociétés-là dans la zone franche, mais c'est illégal. Déjà non, c'est illégal. Le code minier l'interdit, le code minier en son article. Justement, mais pendant longtemps, Wassem a été dans ce statut. Jusqu'à présent, il bénéficie de ce statut. Donc la question à se poser est de savoir qui a permis à cette société d'être inscrite dans la zone franche. Parce que lorsque vous êtes dans la zone franche, vous êtes astreint de... vous n'avez pas l'obligation de payer les impôts. Et il y a une partie de ce que vous produisez qui n'est utilisé qu'ici, et l'autre partie, soit 70% donc de ce que vous produisez, est exporté de l'extérieur. Je dis,
une société comme telle qui produit du ciment sur la base donc du clinker togolais, on met dans une zone franche. Je dis, là, c'est la base qui était posée. Et s'il faut maintenant juger, je crois que la justice doit s'en prendre à ceux qui ont permis à cette société donc d'être inscrite dans la zone franche. Je crois que c'était le premier pas qu'il faut faire d'abord. Pourquoi est-ce qu'on a permis à cette société? Et maintenant, lorsque la décision du gouvernement a été prise que cette société d'extraction ne soit plus dans la zone franche, pourquoi a-t-on permis à Ouassem de continuer à demeurer dans la zone franche jusqu'à ce jour? Donc le scandale est au niveau donc soit de l'inspection d'impôts ou bien de ceux qui ont géré la zone franche jusqu'à ce jour. C'est parce qu'il y a des hauts placés, des autorités qui ont des actions, peut-être qu'on leur donne cette chance-là. Mais on dit peut-être que... Non, je dis non, ce n'est pas normal. Si par exemple, lorsque on a dit que c'est fini, il ne doit plus être de la zone franche, et que les inspections d'impôts se sont ruées sur eux pour dire, ah messieurs, vous avez eu les bonnes choses, le beurre et le pain du beurre et l'argent du beurre jusqu'à présent. Maintenant, c'est fini. Nous sommes là pour vous dire, vous devez désormais payer les impôts. Je crois que les gens là ne se plairaient pas à ne pas payer les impôts. On les a laissés. Et nous dire aujourd'hui que c'est parce qu'il y a des personnalités dedans et qu'on les a permis. Je dis non, ce n'est pas normal. Officiellement, selon Mme Brigitte Amegavi, qui est aussi actionnaire dans Ouassem, nous dit que le bilan qu'on leur donne à la fin de l'année, dans le bilan, ils voient bien, c'est bien inscrit que Ouassem paie les impôts. Si dans la réaction ne se fait pas, donc ce n'est pas la faute aux actionnaires. Elle a bien précisé que dans les rapports qu'eux reçoivent en tant qu'actionnaires, c'est bien indiqué que Ouassem verse les impôts. Mais dans le budget ou bien au niveau du budget, on ne voit aucune trace, on ne voit aucune ligne de paiement d'impôts de la part de Ouassem. Oui, et moi j'accuse aussi les actionnaires. Ce n'est pas parce que vous êtes actionnaire dans une société que vous allez vous contenter des chiffres que cette société vous envoie à la fin de chaque année. Dividendes. Voilà, après un exercice annuel, il faut aller au-delà. En tant qu'actionnaire, il faut exiger avoir des éclaircissements dans la gestion de ce qui se fait dans cette entreprise. Parce que le jour où ça va capoter, et comme ça a capoté avec Ouassem Gate, voilà, on a généralisé cette affaire. Ce n'est plus une histoire de l'Indien seul, c'est une histoire de toute une liste d'actionnaires qui a été publiée dans les presses. Ça relance aujourd'hui le débat sur la bonne gouvernance. S'il y avait eu effectivement cette bonne gouvernance instaurée dans ce pays, sur la base des promesses que le chef de l'État avait faites, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On ne parlerait pas de la présence de Ouassem avec un statut de zone franche. Non. On ne parlerait pas aujourd'hui d'évasion fiscale. Non. On ne parlerait pas aujourd'hui de tout ce scandale auquel on a assisté durant les 3 dernières semaines. Ça veut dire que quelque part, il y a des intérêts qui sont mis en jeu. Pourquoi le gouvernement se tait? Le gouvernement se tait parce qu'il y a des intérêts qui sont mis en jeu dans ce processus-là. Le clinker, le ciment aujourd'hui, c'est une matière qui est très bien vendue. Et au Togo, nous n'avons pas de concurrence. Ouassem est la seule société qui exploite ce minerai et qui vend du ciment. Donc il y a beaucoup plus une question d'intérêt qui est mise en jeu. On a en face des milliards qui sont brassés chaque année. On a en face des dividendes qui sont partagés. On a en face des sociétés écrans. Voilà, des avantages. Je donne le nom, Canel Limited, voilà. Et Casiton Limited, des sociétés fantômes qui n'existent plus pas. Et donc, quand vous actionnez tout ceci, vous avez en face des résultats qui ont un rapport direct avec des intérêts. On vous dit que chaque année, chaque Premier ministre en exercice reçoit, à fin d'année, reçoit 10 millions. Cadeau d'une valeur. M. Agomé reconnaît l'avoir perçu. Alors, le Premier ministre, pour revenir à la position de mon confrère tout à l'heure, le Premier ministre a été ciblé parce que c'est lui le chef de gouvernement. Non, mais c'est lui le responsable du processus ici. C'était Ouassem était là depuis des années avant que seul homme Klassou ne devienne Premier ministre. Mais il est actionnaire, alors, il est actionnaire. Et quel est le jugé parti, c'est lui le responsable du processus. L'objectif pour lequel il est visé, c'est que aujourd'hui, que dit notre Constitution? Vous serez d'accord avec moi, si le Premier ministre avait fait la déclaration de ses biens lorsqu'il a été nommé, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est l'homme Klassou serait la cible à abattre. Et qui avant lui? Qui avant l'homme Klassou? Les autres ne l'ont pas fait. Mais lui, quand il était arrivé, s'il avait fait la déclaration de ses biens publiquement,
et dire qu'il a des actions dans Ouassem. Vous pensez que Selom Klassou aurait été attaqué de la sorte? Non. Les autres premiers ministres, c'est pas le fait qu'il ait des actions qui posent problème. Voilà, ce n'est pas ce qui dirige le processus de litigieux qui gère les institutions extractives. C'est ça le paradoxe en fait. Le problème, c'est qu'il est jugé parti. Est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une loi qui lui interdit donc d'investir dans la société? Mais il y a une autre loi. Il y a une autre loi qui lui impose de déclarer. On lui posera la question. Il y a une autre loi qui impose au Premier ministre de déclarer ses biens. L'a-t-il fait? Non. On va évoluer. Si vous permettez, on va évoluer. L'invité, on va parler avec lui de ce dossier. Et il est déjà là, M. Thomas Koumou. Donc on va le recevoir de moi à l'autre. Parlons d'abord du gaz butane avec ce qui s'est passé la semaine passée. C'est avec stupéfaction que les populations togolaises ont appris dans la soirée du mercredi dernier l'augmentation du prix du gaz butane chez Total Togo. Une décision qui a provoqué un tollé général des associations de consommateurs de défense des droits de l'homme et surtout la synergie des travailleurs du Togo SCT ont réagi vigoureusement. Conséquence immédiate, Total a fait un retour pédalage au grand bonheur de tous. David Bayani Djabavi. Est-ce qu'on peut parler de rétro-pédalage? Non. Alors, le constat qui a été fait, c'est qu'en milieu de semaine, la population a découvert un changement intervenu dans les prix du gaz. C'était une décision d'information qui a été adressée par la direction générale de Total à tous ses gérants sur toute l'étendue du territoire, non pas avec effet immédiat, non, mais c'était une information que la direction a voulu porter à la connaissance de ses gérants. Et la raison, c'était que le gouvernement togolais a refusé. C'est une décision avec effet qui avait pour effet immédiat. Parce que la décision le 10. Non, ça devait être opérationnel le 11 et le 11 a été opérationnel. David, oui, c'est vérifié. Oui, Total avait augmenté et ça a pris effet dès le 11. Oui. Alors, si vous le dites, moi, je n'ai pas eu le temps de porter ces vérifications-là, mais j'estime quand même que les premières heures qui ont suivi la matinée du 11, comme vous l'avez dit, même si les prix ont changé, ces prix sont revenus à la normale. Le 12. Après. Le 12. C'est le 12. Toujours le sur la 11, base. Le nouveau prix a été appliqué le 11, et suite aux vives pressions, aux réactions des uns des autres, ils se sont... En fait, ils ont fait un retour pour revenir pour le 12. Pour ce qui est tout à fait normal, c'est le lieu ici de féliciter les associations qui se sont investies. Surtout le mouvement Martin Luther King qui a pris sur lui la responsabilité. Il a parlé avec le DG. D'appeler le directeur général et de discuter avec lui. Après, la communication promesse lui a été faite par le DG du retour au plus normal des prix. Ce qui a été fait. Alors, il y a eu un vent de panique qui a soufflé dans la matinée dans la journée du 11 précisément, avec le changement qui était intervenu dans les prix. Mais le changement exponentiel. Voilà, mais Total, soucieuse de la comment je peux dire, de la paix sociale. Voilà. Il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. Total soucieuse. Non, je ne dis pas que ce n'est pas justifiable. Moi, je suis là en tant qu'observateur. Je ne parle pas au nom de Total, mais je suis là en tant que consommateur, parce que ça me concerne aussi. Alors, Total, soucieuse du bien-être de la population, a accepté de faire revenir les anciens prix. Et ces anciens prix ont été ceux sur lesquels les gaz ont été vendus depuis à partir du 12 jusqu'à ce matin où on est en train de parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que l'État togolais, le gouvernement togolais a décidé de ne plus subventionner le prix du gaz. Ok, donc quand il y a une décision qui est prise comme ça, automatiquement ça se répercute sur le produit en question. C'est ce qui s'est passé. La décision a-t-elle été prise unilatéralement? Si Total dispose des prérogatives en son sein régaliennes qui lui demandent de fixer de nouveaux prix, mais s'il l'a fait, tant mieux, il l'a fait, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, la conséquence était que ces changements de prix n'ont pas reçu l'aval de la population, surtout de ces différentes associations qui se sont investies toutes pour défendre ici les intérêts des consommateurs togolais. Et aujourd'hui, Total est revenu sur ses anciens prix. Au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez dans une station Total, vous avez les prix normaux. Ça, je l'ai vérifié aussi. Mais ici, il faut aussi accuser le gouvernement parce que c'est quand même bizarre que le gouvernement laisse une société comme ça fixer les prix
Alors aujourd'hui, je suppose que cette hausse des prix avait créé des tensions, des réactions, des violences dans le pays, mais qui serait le coupable? Parce que le gouvernement fait laisser comme ça une société fixer les prix. Le gouvernement ou le ministère du Commerce aurait pu gérer ça. Tout à fait. Moi, la question même que je me pose au-delà donc de ce qui s'est passé, pourquoi le gouvernement refuse maintenant de subventionner le gaz? D'autant plus qu'il y a une politique pour la protection de l'environnement, on interdit donc de couper anarchiquement le bois, etc. etc. Et c'est ça qui doit normalement obliger le gouvernement à continuer par subventionner. Si subvention il y a, surtout le gaz butane que les gens utilisent pour le ménage, pour les trucs. Alors, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à refuser? Et ça aussi, il n'y a pas de communication autour de la chose. À refuser délibérément de subventionner ce produit-là, qui est de première nécessité, il faut quand même le reconnaître, première nécessité. Et donc, du coup, les gens aussi de Total se sont retrouvés dans une impasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce gaz-là, si on ne le subventionne pas, nous avons des problèmes. Et c'est ce qui les a amenés à fixer les prix aussi anarchiquement. Donc, et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, que c'est parce qu'ils ont eu un problème qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais il faut dire... Malheureusement, le Togolais lambda, qui voit un prix presque doublé, au lendemain, donc il se réveille et puis voit un prix doublé, ne pouvait pas se taire. Et c'est là où je félicite, c'est le lieu de féliciter les associations, surtout Martin Luther King avec le pasteur Edo, de féliciter pour la promptitude de la réaction qui a été faite, pour obliger donc cette société à se rediffer. Mais maintenant, il faut que le gouvernement intervienne et que le gouvernement ne laisse pas cette société en train de pleurer, parce que si on a augmenté, c'est parce qu'il y a des manques à gagner. Et ces manques à gagner, et qui les fait ici, et le gouvernement refuse. C'est important. Il y a d'autres choses plus importantes dans lesquelles le gouvernement doit investir, et c'est surtout le gaz. Le gouvernement refuse d'investir dedans, le gouvernement investit où? Pour que les populations soient à l'aise. Donc il y a un point également. Ce qui est bizarre, au Niger par exemple, je dis au Niger, la bouteille de 12 kg qu'on achète ici à 6500 est vendue au Niger à 3500 parce que le gouvernement nigérien a subventionné. En Côte d'Ivoire, mieux encore, en Côte d'Ivoire, oui, où le train de vie est plus élevé que le nôtre, il était à 5500, le prix était réduit à 5500 parce que le gouvernement subventionne. Et donc on paie le gaz plus cher au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi on paie le gaz plus cher? Parce que le gouvernement togolais ne dispose pas d'une stratégie pour amener la population à consommer le gaz. En Côte d'Ivoire, lorsque vous abattez un arbre, vous êtes soumis à des peines. Dans d'autres pays de la sous-région, il est formellement interdit d'abattre des arbres. Au Kenya, par exemple, c'est formellement interdit. Et je me rappelle au temps de l'ancien chef de l'État, Feu Adema, avec l'institution de la journée de l'arbre, des décisions ou des lois ont été prises pour sanctionner toute personne surprise en train d'abattre un arbre dans une forêt pour en faire du charbon. Et ça a été mal interprété après. Quand la démocratie est arrivée, les gens... Malheureusement, aujourd'hui, à quoi on assiste? On assiste à un manque de politique de la part du gouvernement dans ce sens-là. Le gouvernement dit une chose et pose des actions dans le contraire. Le gouvernement dit ne faites plus de la déforestation. Protéger l'environnement. Protégeons notre environnement. Mais pour protéger notre environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter d'abattre les arbres. Mais on a besoin de ces arbres-là pour en faire des charbons. Nous avons la chance. Des bancs aussi. Nous avons la chance au Togo que nous disposons de deux grandes sociétés qui font dans l'importation du gaz. Sodigaz et Total Togo. Pourquoi l'État n'irait pas vers ces structures, ces industries, pour proposer des actions afin de pallier l'usage du charbon? Aujourd'hui, quand vous faites le tour des foyers à Lomé, encore à Lomé, c'est mieux. Allez un peu à l'intérieur, à partir de la région des plateaux, pour aller jusqu'à la région des savanes, 90% de la population de cette région utilise encore au jour d'aujourd'hui le charbon. Et le bois de chauffe. Voilà. C'est pour ça le gaz, il est cher au Togo. C'est pour ça le gaz, il n'est pas bien utilisé au Togo. Mais non, pour avoir du gaz, butane, c'est rare. C'est pas un produit qu'on peut trouver facilement comme ça. Au Ghana, vous allez à la station, on vous sert du gaz, vous rentrez. Ici, vous pouvez passer 1-2 semaines sans avoir du gaz. Oui, c'est ça aussi le scandale. Oui, le scandale est là-bas aussi. Pourquoi? C'est parce que parfois nous sommes en rupture. Il y a toujours rupture de stock. Le Togo pourquoi dans votre rupture de stock? Le Togo n'est pas un pays producteur de cette matière. Mais pourquoi dans les autres pays, il n'y a pas de rupture de stock? Oui, justement parce que les gouvernants de ces pays ont adopté des actions, ont pris des initiatives pour alimenter, d'abord réserver
avoir la disponibilité de ce produit-là, les mettre en réserve et les mettre à la disposition de la population à travers un circuit qui est très bien défini et qui est accessible à tous. Vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, au Ghana, vous n'avez pas besoin d'aller dans une station pour vous procurer du gaz. Ça se sert carrément. Hein. Voilà, vous avez, voilà, il y a des structures qui ont été formées par ces sociétés importatrices et qui facilitent la tâche à ces sociétés. Au Togo, combien de sociétés produisent ou vendent le gaz? 2 sociétés. Et lorsqu'il y a rupture de stock, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout le monde se retrouve. Et il ne devrait pas avoir de rupture de stock. Normalement. Je ne comment une société qui fonctionne et qui vend, qui a de l'argent, et un jour comme ça, il n'y a pas de produit. Ouais, après ça, je vois ça. Ce n'est pas normal qu'il y ait de rupture de stock. Ce que David dit est à prendre vraiment au sérieux. Parce qu'il se fait qu'au Togo, l'habitude d'utilisation du gaz n'est pas largement répandue. Ouais. Le Togo, ou bien le gouvernement togolais, ou bien je ne sais pas qui, n'ont pas fait de la promotion autour de l'utilisation du gaz. À telle enseigne que les gens, beaucoup de foyers ne connaissent pas l'utilisation du gaz, n'est pas rentré dans leur habitude. Du coup, les gens achètent très rarement le gaz dans les stations. Ceux qui y sont habitués ne sont pas plus nombreux que ceux qui n'y sont pas habitués. Donc, du coup, puisque les gens transportent et que ça doit rester, je ne sais pas, pendant 2 semaines, 3 semaines, bon, ils ne s'intéressent pas tellement à importer le gaz. Et quand ça vient, il n'y a que certaines personnes qui viennent prendre. Donc, ils ne sont pas très prompts à les prendre. Et si l'habitude revient et qu'on sait qu'aujourd'hui, les Togolais ont compris que l'importance de l'utilisation du gaz, je crois que ça va arriver normalement. Bon, on verra dans les jours à venir s'il faut. Enfin, on peut inviter ici M. Jonas Dao, le patron de Sodigaz, et aussi le patron de Total Togo, j'oublie le nom. Mais le ministre de l'Environnement, je crois que le problème est au niveau de l'environnement. Si le ministère de l'Environnement se dit nous avons l'obligation de protéger l'environnement. Et ça veut dire que pour protéger l'environnement, nous devons chercher donc les ressources palliatives. C'est pas lui qui imprime la politique gouvernementale. Ah non, c'est il peut faire un projet au chef de l'État. Il peut faire un projet au chef de l'État et que le chef de l'État voit l'importance de ce projet et puis on en fait un problème. Nous allons marquer la pause, permettez, parce que l'invité aujourd'hui, il faut qu'on donne un peu de temps. On nous a marqué la pause, on y reviendra un autre jour. Je vais mettre la pause publicitaire et derrière notre invité, M. Thomas Koumou Doji. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour en studio avec notre invité, il s'appelle Thomas Doji Koumou, il est économiste, il est le président de l'association Veille économique. Bonjour monsieur Thomas. Bonjour Junior. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle évasion fiscale et vous allez nous dire les conséquences que cela a sur notre économie. On va prendre les cas au Wassem et Fortia, donc les cas révélés par nos confrères de l'alternative il y a de ça 3 semaines. D'abord, pour nous permettre à ceux qui nous suivent de comprendre ce que c'est que évasion fiscale. C'est quoi d'abord évasion fiscale? Qu'appelle-t-on comme ça? Merci de me donner cette opportunité. Je dirais que l'évasion fiscale, c'est une manière d'avoir ou de se doter d'un certain nombre d'expertise fiscale pour pouvoir contourner les lois et réduire considérablement le niveau normal des impôts qu'on devrait payer, qu'une entreprise devrait payer. Il faut comprendre que l'évasion fiscale peut ne pas être un délit. À partir du moment où la personne comprend bien les lois fiscales, les connaît parfaitement et trouve des moyens détournés pour pouvoir les contourner. Mais lorsque le niveau de fonds atteint un certain level, cette évasion fiscale cacherait probablement, sans doute, la fraude fiscale. Parce qu'il est très complexe de pouvoir utiliser ce genre de technique pour pouvoir diminuer considérablement le niveau des impôts qui doivent normalement être payés à l'État et pouvoir les réduire par le biais d'une évasion fiscale sans pour autant avoir une certaine complicité avec les autorités fiscales. C'est extrêmement complexe. Une autre question terre à terre pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre les choses. C'est quoi Panama Papers? Panama Papers, en fait, c'est un scandale mondial. C'est un scandale mondial. Je crois que c'est
c'est la CIA et la NSA qui, à un moment donné, pour des raisons diverses, ont décidé de faire publier un certain nombre de documents qu'ils ont à leur possession concernant des personnes morales, je veux dire des entreprises, et les personnes physiques qui, d'une certaine manière, ont décidé de ne pas payer des impôts dans leur pays. Et donc, ont trouvé des moyens, soit frauduleux, soit par des techniques, à sortir leur fortune de ce pays et les loger dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux à travers la mise en place de ce que nous appelons des sociétés écrans à plusieurs étages qui ont des milliers de comptes disséminés un peu partout dans toutes les banques du monde. Donc c'est tout un réseau, c'est une toile qui permet à quelqu'un qui dispose d'une fortune de refuser systématiquement de participer à l'effort fiscal de son pays et de faire sortir de façon illégale ou non, hein, des fonds qui logent dans les îles, on parle d'Delaware, dans le cas des îles Vierges britanniques, etc. Donc c'est un nombre de zones qui sont considérées comme des zones de paradis fiscaux où le taux d'imposition est soit faible, soit nul. Et donc ces gens-là, non seulement pour éviter de payer suffisamment d'impôts dans les pays de résidence ou dans les pays où s'opèrent des activités économiques et commerciales, mais également de faire disparaître totalement leur fortune. À partir de ce moment-là, vous voyez la personne dans peut-être un RAV4, alors qu'il aurait dû être dans un Maybach, et en fait il roule en RAV4 parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il a de la fortune. Et toute sa fortune se retrouve dans un paradis fiscal. Il a les moyens, mais il jamais de vivoter. Absolument, sous plusieurs comptes bancaires, et parfois même, quand il meurt, les descendants ne savent pas où se trouve cette fortune. Parce que l'objectif, c'est de disséminer, de faire disparaître la traçabilité de toute cette fortune. Alors, on va revenir au Togo par rapport, donc, on va faire un rapport entre les Panama Papers avec le Togo, parce que nos confrères de l'Alternative ont sorti un dossier donc, sur ce qui concerne Panama Papers version togolaise, qui concerne les sociétés Wassem et Fortia. Alors, y a-t-il eu une évasion fiscale dans le cadre du Wassem et Fortia? Il y a eu une évasion fiscale? Oui, bien sûr. Avant de répondre à la question, je voudrais faire une mise au point que j'ai fait la dernière fois à la conférence. J'ai voulu faire comprendre à nos compatriotes qu'il faut faire la différence entre Wassem et Aramco. Les deux sont des sociétés, d'accord? Mais Wassem n'est pas Aramco. Vous être actionnaire de Wassem ne signifie pas la même chose qu'être actionnaire de Aramco. Pour la simple raison que Wassem est une société qui tire son existence juridique d'une convention de concession minière qui relie le Togo, c'est-à-dire vous et moi, tous les Togolais. On a conféré une certaine délégation de pouvoir aux autorités qui signent à notre place. Mais c'est à nous cette ressource minière. Donc une convention de concession minière qui lie les Indiens qui opèrent à Wassem et le Togo. Donc à partir de ce moment-là, être actionnaire de Wassem demande à la limite, lorsqu'on fait fi de tout ce qui est loi, à la limite demande des devoirs moraux. Parce que les ressources, le calcaire est une ressource qui appartient à tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est la ressource de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est l'avenir de nos enfants. Donc on ne peut pas me dire qu'on peut être actionnaire à Wassem qui veut, tout simplement parce que vous êtes riche. Non, la question ne se pose pas en ces termes. Maintenant, est-ce que Wassem est dans une situation d'évasion fiscale avérée? Je dis oui. Nous sommes en présence d'une situation d'évasion fiscale avérée. À partir du moment où vous avez des gens qui ont perçu, par exemple, 1,6 milliard de dividendes pour l'exercice 2015, et vous allez sur leur compte, vous n'avez pas un franc au Togo, ça veut dire qu'ils ne payent même pas des AGO. L'argent est parti où? Qui puisse permettre même à nos banques de pouvoir survivre. Donc, ils ont décidé de faire disparaître la traçabilité de cette fortune et ne veulent pas que cette fortune reste dans le pays, profite au pays. Ils peuvent utiliser une partie de cette somme pour créer d'autres structures, d'autres entreprises dans lesquelles vont travailler les Togolais. Parce que cette ressource nous appartient. Mais ils ont décidé de faire disparaître cette ressource. On est en présence d'une évasion fiscale. On est en présence d'une évasion fiscale. Alors, comment ça se déroule? Que nous, on ne sait pas. Bon, comment ça se déroule? En réalité, comment ça se fait? Comment ils arrivent à sortir les sous sans que, dans les malais, dans le quoi? Comment ça se fait en fait? Non, mais écoutez, c'est ce que, de façon regrettable, Madame Megavi a voulu défendre la dernière fois. De façon légale, lorsque la personne prend des dividendes, peut faire un transfert de fonds d'une banque ici sur une banque à Accra, et puis une fois que on a découvert un certain nombre de sociétés d'écran qui sont basées à Accra,
qui n'existe pas, où on n'a aucun siège. Et puis, par cette société écran, la personne donne un ordre de virement sur un compte bancaire et puis l'argent disparaît, se retrouve dans les casier fiscal. Ça, c'est la manière légale. Maintenant, il y a des manières qui ne sont pas légales. La personne peut faire de la surfacturation ou de la sous-facturation. C'est ça justement. Au niveau de la sous-facturation, ce que nous avons décelé, c'est qu'on s'est rendu compte, et je crois que le représentant du ministère des Mines l'a reconnu la dernière fois lors de l'ouverture du forum, je crois, de la Banque mondiale, que nous n'avons pas de dispositif de contrôle en amont de l'extraction minière dans notre pays. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est que il y a des doutes sur la production qui est déclarée par Wassem, par exemple. Le tonnage qui est déclaré. Il y a des soupçons, des doutes sur la véracité de ce tonnage. Pour une simple raison. Plus que ça? Non, mais lorsque vous prenez le rapport d'ITU, le rapport 2013 que ITU a publié la dernière fois, vous vous rendez compte que toutes ces entreprises minières, y compris Wassem, ont refusé systématiquement de donner des informations sur les pays de destination de nos ressources minières. C'est-à-dire les pays auxquels ils vendent les ressources minières. Mais on met dans ces tableaux non connus. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est une anomalie, mon cher. Est-ce qu'il n'y a Nous sommes en structure présence de ressources minières qui appartiennent à un peuple. Il n'y a pas de structure à l'intérieur de ces sociétés qui veille à l'utilisation ou bien à l'extraction de ces ressources au profit du Togo, parce que de toute façon, à la limite, ça appartient au Togo. À la limite, il revient à la direction des mines de donner ces informations. La direction des mines, à la limite. Parce qu'il y a certaines informations que j'ai trouvées dans le rapport ITU que je trouvais complètement absurdes. Où la direction de la statistique vient donner des informations à l'ITU alors que ces informations devraient normalement relever de la direction des mines. Je ne vois pas ce que la direction de la statistique vient chercher dans cette histoire. La direction des mines doit nous donner toutes les informations sur la destination de nos matières premières. Ne pas le faire dans un rapport tel qu'un rapport des ITU est une anomalie. Ça ne devrait pas se faire. En plus, ces sociétés minières doivent publier leurs états financiers, leurs rapports annuels. Parce qu'ils opèrent dans l'industrie extractive. Ils s'assiedent sur des ressources minières d'un peuple. Les terrains qui sont à Wassem n'appartiennent à aucune famille, à aucun clan. Ce sont des terres qui appartiennent à tous les Togolais. Et les ressources qui sont sur ces terres appartiennent à tous les Togolais. À partir de ce moment-là, nous avons le droit d'avoir toutes les informations sur notre extraction minière. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans le cas de Wassem. Alors, j'ai une question. Qui leur accorde toute cette facilité-là? Je crois, pendant des années d'existence de cette société, on n'a jamais été en face d'une situation pareille, et qu'aujourd'hui on se rend compte que au-delà de l'aspect industriel que présente Wassem, il y a derrière cet aspect-là, il y a une réalité qui enterre carrément l'économie de notre pays. Disons qu'il faut remercier un peu les Américains. Panama Papers, si ce scandale n'avait pas éclaté, les 11 millions de documents dont Alternative qui font partie d'un consortium mondial, ces 11 millions de documents, ils ne pourront jamais y accéder. Il faut remercier, parce que vous ne saurez jamais. Vous avez dans le montage un intermédiaire qui se nomme Scherster Group Film. Et cet intermédiaire, souvent lorsque les journalistes font des investigations, la plupart du temps vous vous arrêtez à cet intermédiaire-là. Vous ne pourrez jamais savoir que cet intermédiaire a créé des comptes écrans, des sociétés écrans, par le biais d'un cabinet, notamment dans ce cas spécifique, Mossack Fonseca. Vous ne pourrez jamais y accéder. Lorsque vous appelez cet intermédiaire, il va vous dire oui, ces sociétés m'appartiennent, c'est tout. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de savoir qu'au-delà de cet intermédiaire, qu'il y a M. Motaparti, M. Prasad et M. Patel. Tous des Indiens. Tous des Indiens qui sont les actionnaires majoritaires de Wassem. Alors, si vous me demandez comment est-ce que tout ça est possible, je vous dirais tout simplement qu'en étudiant la structure l'actionnariat de Wassem, nous sommes tombés sur 3 sociétés dont nous avons cherché l'existence sur cette planète et nous ne l'avons jamais trouvée. Il s'agit par exemple de Kenelm Limited. Kenelm Limited est une société qui est l'actionnaire majoritaire de Wassem, détient plus de 223 000 actions et a empoché au bas mot 1,6 milliard de dividendes pour l'exercice 2015.
Et je peux vous dire que KNM Limited ne se trouve nulle part sur cette planète. Il y a Casitom Limited. Casitom Limited, c'est pareil. Nous l'avons cherché partout. Nous ne savons pas qui est le directeur général, qui est le président du conseil d'administration, qui sont les actionnaires, où se trouve le bureau, où se trouve le siège. Nada, rien du tout. Et pourtant, Casitom Limited a empoché 700 millions de dividendes 2015. Et il y a Quartz Limited, qui est le petit. Mais ces trois entreprises, mais comment pouvez-vous imaginer que les autorités qui signent des conventions de concession, qui donnent vie à une société qui est WASEM et à un actionnariat, et que ces actionnariats sont des actionnariats totalement anonymes? Mais est-ce que ça se fait comme ça dans la pratique? En principe, non. Alors, est-ce qu'on a des actionnaires, ils se réunissent pour faire leur AG ou bien... Mais bien sûr, il n'y a pas de WASEM. Madame Mamegavi m'a dit la dernière fois qu'elle dispose de quelques rapports annuels qu'elle va me les transférer. Ça veut dire qu'elle a participé, ou bien on lui a envoyé, ou bien elle a participé dans l'Assemblée générale. Et quand ils vont en AG, qui vient représenter cette société-là? Et ça, je ne saurais vous le dire. Ah non, mais Je ne saurais vous le dire. Ça peut se faire par procuration. Où un notaire apparaît et puis dit voilà, je représente les intérêts de Casitom Limited ou de KNM Limited, ou par un autre actionnaire à qui on donne procuration et qui vient voter au nom de KNM Limited ou Casitom Limited. Alors, M. Koumou, que faire aujourd'hui pour arrêter cette hémorragie? Bon, nous avons formulé un certain nombre de recommandations. Nous espérons... Non, avant d'arriver là-bas, on va... des autorités. Non, avant d'arriver aux solutions, on va parler même des conséquences d'abord. Quelles sont les conséquences de cette évasion fiscale sur notre économie? Bon, sur le plan économique, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est l'insuffisance des ressources internes. C'est-à-dire tout ce qui est recettes fiscales, douanières et recettes non fiscales. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Le Togo a ce que nous appelons déficit, un solde primaire négatif, c'est-à-dire une différence entre les ressources internes et les dépenses primaires qui est négative. Ça veut dire que nous sommes en présence d'une insuffisance de ressources internes. Ça, c'est la première chose. Puisque, une fois qu'il y a évasion fiscale, la personne refuse délibérément de participer à l'effort fiscal que tous les Togolais font. Ce qui crée une injustice fiscale, c'est le côté social. Après l'insuffisance des recettes fiscales, il y a l'insuffisance des recettes non fiscales que nous avons relevées avec l'économie depuis un an et demi. Nous avons fait comprendre que nous sommes en présence d'un pays riche, très riche, et le niveau des recettes non fiscales dans notre budget est trop faible. Nous sommes à 5,75 du budget, environ 50 milliards. Ce n'est pas normal. Et si nous ambitionnons d'émerger, il faut porter ce niveau à au moins 25% de notre budget. Alors que nous sommes à 5 environ. Nous sommes à 5,75 pour le budget 2016. Donc, il y a l'insuffisance des ressources. Il y a, par exemple, la faiblesse du taux de croissance économique. Nous sommes autour de 6%. Ah oui, 6%, on l'avait toujours dit. C'est extrêmement faible. Ce taux de croissance économique ne permettra jamais au Togo on a passé de société, on a passé de mines, de minéraux, tout ça là. Mais nous sommes, le rapport des impôts, enfin, du code des impôts dit que nous avons 48 minéraux. Nous avons 48 minéraux, ressources minières. Ah oui. Mais combien de minéraux sont exploités aujourd'hui? Je reviendrai sur ça. Je continue avec l'impact économique. Et la résultante de tout ça, c'est que nous avons une injustice fiscale qui se crée dans le pays, nous avons une injustice sociale qui se crée dans le pays, nous avons, je dirais, j'ai rappelé la faiblesse du taux de croissance économique qui est due au fait que l'insuffisance des ressources pour financer les investissements nous entraîne dangereusement vers un endettement du pays parce que ça crée un déficit budgétaire. L'évasion fiscale a une corrélation avec le niveau du déficit budgétaire. Nous étions à 10% du PIB en 2012. Au jour d'aujourd'hui, nous avons, avec la sortie de M. Ayassor, nous sommes à moins 371 milliards de déficit budgétaire. Il faut comprendre que pour combler ce déficit budgétaire, puisque nous n'avons pas de ressources internes, nous sommes obligés de nous endetter, et c'est ce qui se fait. Et surendetté même. Et cet endettement, eh ben, ça devient vraiment, ça grandit dangereusement. Mais j'ai toujours dit que le niveau de l'endettement met en jeu l'avenir de nos enfants.
Voilà les conséquences. Monsieur Alors, au bout de la route, ce que nous craignons, c'est que si le pays demeure pauvre et que les ressources minières qui sont des ressources finissent, nos enfants n'auront pas d'avenir. Voilà la conséquence réelle. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est rien d'autre. Ils vont vivre pire. Ah, absolument. Absolument. Oui, dans votre investigation, est-ce que vous avez tenté de voir l'implication directe du gouvernement togolais? Est-ce que le gouvernement togolais est floué ou bien est complice? C'est pour ça que nous demandons aujourd'hui, en termes de recommandations à notre gouvernement, de faire très rapidement, de diligenter un audit général sur WASEM, ATS, Diamond Cement, en tout cas toutes ces entreprises. Et j'entends par audit général un audit social pour savoir dans quelles conditions travaillent nos compatriotes là-bas. Un audit fiscal, un audit actionnarial. Si l'État n'est pas impliqué, l'audit actionnarial nous révélera si l'État est impliqué ou pas. Parce que l'audit actionnarial nous permettra de connaître qui est Kenem Limited, Qui est Casitom Limited, à qui appartiennent ces entreprises, qui sont derrière, qui sont les actionnaires. Et ça, nous saurons si l'État n'est pas impliqué ou pas. Mais si l'État refuse de faire cet audit actionnarial, alors il y aura des soupçons qui peuvent... Il y a des gens qui se cachent derrière. Absolument. Mais aujourd'hui, sans que les enquêtes là aient été faites pour situer les responsabilités des uns et des autres, les gens parlent de la démission du chef du gouvernement comme étant la solution, est-ce que c'est la solution, comme étant une des solutions qu'il faut apporter. Et comment est-ce que vous analysez ça? Bon, avec économie, nous avons toujours pris l'habitude de ne pas tirer sur les gens. C'est pour ça que la dernière fois, la conférence, je n'ai pas voulu aménager Madame Médavi. Je ne porterai aucun jugement sur Monsieur le Premier ministre. Mais le problème qui se pose par rapport à Monsieur le Premier ministre, c'est que Monsieur le Premier ministre préside l'ITIE. À ce titre, c'est lui qui devrait demander à l'ITIE, par exemple, que l'ITIE, les entreprises fournissent toutes les informations nécessaires à l'ITIE pour que l'ITIE puisse nous édifier, pour que l'ITIE puisse, par exemple, nous dire quelles sont les destinations de nos ressources minières. Parce que pourquoi on ne veut pas, on occulte de nous donner la destination de nos ressources minières? Pour la simple raison que ça permet de calculer ce qu'on appelle les flux illicites. C'est comme ça que DFI arrive à calculer d'une certaine manière les flux illicites. Parce que ces pays qui achètent par exemple nos phosphates ou nos calcaires, eh bien, lorsque DFI veut des informations, va chercher des informations chez le FMI. Si l'information n'existe pas, on appelle directement le ministre de l'économie et des finances de ce pays et on leur demande de leur donner le nombre de tonnages de clinker qu'ils ont pu acheter en provenance du Togo. Ils sont obligés de le fournir parce qu'ils sont dans le commerce, dans l'OMC, ils sont obligés de fournir ces informations. Et lorsqu'on fait un croisement des données, c'est là où on se rend compte que le tonnage qui a quitté le Togo, ce n'est pas le tonnage qui a été réceptionné par exemple en Allemagne ou en Chine. Alors, voilà. Vous permettez, David, je vous dans le budget du Togo, nous ne voyons aucune ligne concernant le paiement des impôts de la part de WASEM Togo. Or, Madame Brigitte Amégavi disait que dans leur rapport qu'ils ont, il y a des lignes où, ce qui montre que WASEM paie des impôts. Alors, l'argent, ça disparaît en route ou bien comment? Non, mais WASEM paie des impôts, mais pas l'impôt sur les sociétés. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans le budget 2016 une ligne au niveau de l'impôt sur les sociétés. Je parle bien de l'impôt sur les sociétés, la ligne de WASEM. WASEM n'existe pas. Mais non, il y a une rubrique, une ligne où on a mis autre impôt. Si WASEM se trouve dans autre impôt, que les autorités nous le disent. Décline ça, pourquoi? Absolument. Sinon, dans la ligne impôt sur les sociétés, il n'y a rien. Il y a impôt sur les revenus de la personne physique, l'IRPP par exemple. WASEM paye l'IRPP. L'IRPP payé par WASEM se trouve dans le rapport d'ITIE. Il y a plusieurs autres taxes qui sont des impôts que WASEM paye, bien entendu. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'impôt sur les sociétés. Il faut être précis sur ce que l'on dit. Nous sommes d'accord? Donc moi, à partir du moment où je n'ai pas trouvé cette ligne d'impôt sur les sociétés, j'ai conclu qu'il y a de très fortes chances que WASEM soit toujours dans la zone franche. Parce que si vous n'êtes pas dans la zone franche et que vous êtes exonéré d'impôt sur l'IS, là on n'aura pas de ligne. Mais si vous payez l'IS, il y a de fortes chances que dans les lignes du budget,
il y a impôt sur les sociétés. Je rappelle qu'au niveau des dividendes, Wassem est présent. Alors, parlant de dividendes précisément, Wassem a versé environ 405 millions au Togo en 2015 en termes de dividendes, mais eux, les nationaux, sont partis plusieurs milliards. Et si on supportait les 400 millions sur la tête des Togolais, chaque Togolais a 55 francs. Alors que des gens ont des milliards. C'est à ça que nous sommes arrivés. Lorsque nous avons fait les évaluations, en 2015, nous avons pris les analyses au niveau de toute l'industrie extractive. Et nous avons constaté amèrement qu'en 2013, selon le rapport de l'ITIE, toute l'industrie extractive a rapporté à chaque Togolais 2900 francs CFA par an. Et en termes de dividendes, 333 francs CFA. C'est un crime à la limite. C'est un crime. Maintenant, au niveau de 2015, au niveau de Wassem, nous avons constaté que Wassem a payé au trésor togolais, en termes de dividendes, 412 500 000 francs CFA. Et lorsque vous rapportez ces 412 500 000 francs CFA à environ 7 500 000 habitants togolais vivant sur cette terre, vous vous retrouvez avec 55 francs CFA par habitant. Donc c'est ce que vous et moi, nous avons eu quand Wassem a fonctionné, a puisé nos calcaires. Et dans le même temps, monsieur Arialé, par exemple, qui est togolais comme vous et moi, qui n'est pas actionnaire parce qu'il a été major de promotion de CP1 jusqu'en classe doctorale, parce que je le sache, lui, il a 46 millions. À lui seul. À lui tout seul. Quand vous et moi, on a 55 francs CFA. Et Kenelm Limited, dont personne ne connaît l'existence, s'est payé 1,6 milliard. C'est ce que nous appelons en économie l'inégale répartition des richesses. C'est la preuve concrète de l'inégale répartition des richesses dans ce pays. Et c'est inacceptable, ça ne peut plus continuer. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est à votre écoute à la suite des recommandations que vous avez formulées à son endroit? Vous pensez que le gouvernement aurait une oreille attentive à vos... En tout cas, nous l'espérons. En tout cas, nous l'espérons. Au-delà de l'audit général, nous avons suggéré que il faut une suspension de la convention qui lie Wassem au Togo en attendant que cet audit soit réalisé. Logiquement, dans un pays, dans une gouvernance normale, c'est ce qui devrait se faire. Dans une gouvernance normale, dans un pays qui ambitionne d'émerger, qui veut disposer de toutes ses ressources minières, c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, à nos autorités de prendre des décisions ou pas. Alors, est-ce que vous les avez approchés? Est-ce que vous avez écrit au président de la République, au Premier ministre? Parce que après, vous avez une conférence, c'est vrai, la conférence a été bien suivie. Mais là, après ça, vous allez si le gouvernement ne dit rien dans ces parties, pour pas de profit? Écoutez, nous sommes la société civile. Il est clair que s'il le faut, nous écrirons à son excellent monsieur le Premier ministre et même à son excellent président de la République pour l'informer de ce que nous avons découvert. Mais il faut comprendre que nous sommes en face de 11 millions de documents. Et je peux vous dire qu'il y a des informations que nous n'avons pas publiées. Beaucoup d'informations que nous n'avons pas publiées. Nous sommes tombés sur un courrier et je peux vous dire que la destination de ce courrier, le destinataire, parce que c'est un courrier de transmission de chèques qui devrait normalement atterrir au trésor, mais qui a été destiné à une tierce personne, signé par des autorités de Wassem. Nous sommes tombés sur des documents inimaginables. Inimaginables. Mais publiez-les. Et écoutez, tout vient en point nommé. Nous sommes en train, parce qu'il ne faut pas non plus commettre des erreurs. Il faut faire les choses en s'appuyant sur des faits, en s'appuyant sur des preuves. C'est pour ça que dans la salle hier, nous avons fait circuler un certain nombre de documents qui prouvent que M. Prasad et M. Patel sont bien impliqués dans ce que nous appelons une évasion fiscale. Ils ont créé des sociétés écrans où ils sont propriétaires et Bally World qui est logé dans le Delaware et Bitchemet qui est logé dans les îles Vierges britanniques sont les sociétés qui sont logées dans les paradis fiscaux qui appartiennent bel et bien à M. Prasad et à M. Patel. Il y a d'autres documents sur leurs réunions, les réunions constitutives, les réunions sur des prises de décision. Il y a des documents sur les transferts de fonds de certaines banques togolaises ici sur des banques
ghanéennes. Donc, des banques ghanéennes vers les banques européennes. nos banques sont complices alors. Mais il y a des banques togolaises qui font partie de ce réseau. Est-ce qu'ils le font de bonne foi ou de mauvaise foi? Pour le moment, je ne peux rien dire. Mais il y a des documents de transfert des fonds pour payer des matières premières dont les transferts tombent sur des comptes qui sont adossés à des sociétés écrans. Donc, ils ont été obligés de prouver l'existence vers les sièges. Parfois même, tu vas là-bas, tu ouvres la porte, tu ne trouves personne. Et ces fonds partent du Ghana et atterrissent sur des comptes offshore où on donne des ordres pour payer des fournisseurs, des matières premières pour les fournisseurs, dont certains ont pour destination le port autonome de Lomé. Ces documents existent. Donc, nous sommes dans un processus. Il faut que nos autorités prennent toutes leurs responsabilités. Nous demandons à tous nos compatriotes qui veulent intervenir sur ce sujet de mesurer leurs propos. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence du futur de nos enfants. C'est extrêmement important. Est-ce que pour vous, le ciment est cher au Togo? Oui, le ciment est cher au Togo. Mais écoutez, le clinker, c'est dans nos sous-sols. Dans notre recommandation, nous avons dit à nos gouvernants qu'il faut très rapidement porter le niveau de participation du Togo dans Wassem, qui est aujourd'hui de 10% à 50%. Le président Eyadema, paix à son âme, quand il a fait l'accident de Sarakawa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nationalisé le phosphate. Et il avait raison. Absolument. Nous sommes en présence de ce cas-là. Nous ne pouvons pas disposer de ressources minières qui doivent apporter des ressources à notre pays, à ses enfants, et continuer par nous endetter pour hypothéquer l'avenir de nos enfants. C'est inacceptable. Et lorsque le chromite de Farideh, des monts Kabylie vont commencer par être exploités, est-ce que nous allons laisser le désordre qui est aujourd'hui à Tanibo se répéter également dans les monts Kabylie? On a appris qu'on a le phosphate ici au Bassar. Mais les phosphates, le phosphate qu'on a découvert à Bassar, on n'a même pas pu donner la quantité. On a dit des dizaines, des centaines de dizaines, plusieurs centaines de dizaines de milliers de tonnes. Donc il y en a assez. Mais il y en a tellement qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas encore fait le contour. Et on me dit que ce pays n'a pas de ressources. C'est pas possible. Alors, quel conseil avez-vous à l'endroit des actionnaires togolais qui sont dans Wassem aujourd'hui par rapport à ce scandale? D'abord, c'est de mesurer leurs propos. Parce que, je l'ai dit, être actionnaire de Wassem est différent d'être actionnaire de Ramco. Wassem est assis sur des ressources minières qui appartiennent à tout un peuple, qui n'appartient pas à un clan. Donc, d'abord, il faut qu'ils mesurent leurs propos. Ensuite, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce que lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise, on est propriétaire. Lorsqu'on est propriétaire, on a le devoir de connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que lorsque vous percevez des dividendes, vous devez comprendre comment ces dividendes sont faits. Comment on arrive à dégager des bénéfices pour que vous arrivez à percevoir des dividendes. C'est le devoir d'un actionnaire. Et l'actionnaire, c'est lui qui prend tous les risques. Le risque spécifique, le risque systématique, le risque systémique. C'est lui qui prend tous les risques. C'est pour ça qu'on dit que l'equity market, c'est le marché le plus risqué. Donc, tous ces actionnaires doivent prendre responsabilité. Il faut qu'ils convoquent une assemblée générale extraordinaire pour savoir si leurs co-actionnaires sont impliqués dans l'évasion fiscale et que cette évasion fiscale leur profite en tant qu'actionnaires. Parce que lorsqu'on fait de l'évasion fiscale, on a pour objectif d'augmenter également la part distribuable, donc les dividendes. Une dernière question, si vous permettez. Est-ce que les sociétés écrans, Canem Limited, Casiton Limited, dont on ne connaît pas les propriétaires, est-ce que le Togo peut choisir aujourd'hui de donner la nationalité? Absolument. Absolument. Mais écoutez, sinon, les gars, ceux qui sont actionnaires, ils n'ont qu'à montrer on va voir le visage. On va leur dos, mais leur visage au moins. On ne peut pas être dans un pays dont les ressources minières appartiennent à tout un peuple, avant une entreprise qui est actionnaire d'une société qui extrait ses ressources minières, dont personne ne connaît dans l'identité. Et quelles peuvent être les conséquences d'une nationalisation, par exemple? Mais la conséquence, c'est que, un notaire ou un représentant se présente, et puis, nous avons évalué la valeur de Wassem, nous avons fait des simulations pour évaluer la valeur de Wassem. On peut vendre aujourd'hui la société à
environ 129 milliards ou 130 milliards de francs CFA. Donc, ce qui fait 230 000 francs l'action au jour d'aujourd'hui, si on veut s'en débarrasser. Donc, si l'État décide de nationaliser, nous allons devoir sortir du budget, trouver 130 milliards pour racheter cette entreprise. Je trouve même que si nous nous endettons pour racheter aujourd'hui Wassem, c'est mieux que de nous endetter pour construire aujourd'hui des routes. On se rappelle de la nationalisation des phosphates avec le général Yadema, Oui. mais par après, aujourd'hui, notre phosphate est géré encore par des étrangers. Oui, mais au moins, Donc, nous sommes, c'est la seule structure de l'industrie extractive dont le Togo détient 100% du capital. Mais les phosphates, l'OTP a fait des faillites. Oui, On a vu la FFG, on peut le savoir, c'est ouvert, mais bon, il y a des faillites, il y a des dettes. Hein. Je sais, là aussi, c'est un dossier extrêmement complexe. Veille économique, nous avons publié un document très tôt sur les phosphates du Togo. Ce document est disponible sur la gazette du Togo.com. Tous ceux qui veulent lire ce document peuvent aller sur la gazette du Togo.com. Ils vont trouver tous nos documents. Je sais que, si je prends le rapport des études 2013, ben, ils ont déclaré 137 millions de production. 137 millions. Oui, la SNPT. Oui, d'exportation. Ça, je n'ai pas compris. Alors que 2012, ils ont déclaré, je crois, 24 milliards ou quelque chose de ce genre. Alors qu'en 2013, ce qui se trouve là-bas, c'est 137 millions. J'avoue que je n'ai pas compris. J'ai fouillé le document pour voir s'il y avait des erreurs, mais apparemment, l'ITIE a demandé des informations et elle n'a pas pu avoir les informations. Bref, je sais qu'il y a également des anomalies dans ce secteur-là, dans ce domaine, mais prenons les choses petit à petit. Nous sommes en face de 11 millions de documents, je le rappelle. Et très probablement, on tombera encore sur d'autres pans. Et puis, bon, dès qu'on aura fait le tour, on fera l'évaluation. S'il faut les mettre à disposition de nos compatriotes, ce sera fait. Vous n'avez pas peur de votre sécurité en faisant ces révélations? C'est des risques que vous prenez quand même. Espérons que la divinité et la divine providence se verra sur nous. Monsieur Koumou, moi je vais peut-être vous poser la dernière question. Est-ce qu'en amont, est-ce que des études ont été réalisées avant l'avènement de Wassem dans notre pays? Est-ce qu'il y a eu des études d'impact, des études techniques, des études, toutes les études qui sont concernées dans la création d'une industrie? Est-ce que toutes ces études ont été réalisées en amont avant que Wassem ne commence véritablement à opérer aujourd'hui? Il se peut. Il se peut. C'est tout comme vous me posez la question de savoir est-ce qu'il y a eu des études qui ont été convenablement faites avant qu'il y ait la rénovation de Radisson Blu, ou avant qu'il y ait la construction d'une nouvelle aérogare. Au jour d'aujourd'hui, nous ne disposons d'aucun business plan pour nous faire une idée sur ce qui va nous rapporter les investissements dans le nouvel aérogare de Radisson Blu. C'est exactement pareil. À un moment donné, on s'est rendu compte que Simao ne fonctionnait plus bien, et puis bon, on s'en est débarrassé. On l'a cédé en sous de ferraille. Voilà, et puis, mais ça ne... Le fait que les gens reprochent aux Togolais d'acheter des actions dans ces genres d'entreprises, même si aucune information n'est passée. Je rappelle que je travaille sur la Bourse générale des valeurs mobilières depuis plus de 16 ans. Moi, je n'ai pas eu d'informations sur une ouverture du capital de Wassem, à ce que je sache. Donc ça a été fait en catimini. Mais ça aurait dû être publié dans Togo Press 2 mois en avance, tous les jours. Et puis lorsqu'on ouvre un mois de période de souscription, c'est ce qui se fait généralement sur la BRVM, lorsqu'on fait une offre publique de vente, on ouvre la période de souscription sur un mois. Mais peut-être que Wassem était avant la naissance de la BRVM. Non, mais ça importe peu. Maintenant, si vous étiez là avant la naissance de la BRVM, maintenant que la BRVM est née 2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'en 2016, vous n'avez trouvé aucune année pour demander au peuple togolais que nous sommes en train d'ouvrir le capital de Wassem, et veut bien entrer qui veut. Ce n'est pas un argument. Pas du tout. Oui, mais M. Koumou, à la découverte des clinkers, par exemple, de Tablebo, qui font aujourd'hui les choux gras donc, de Wassem, la société, il y avait une société qui avait exploité ce clinker là-bas. Oui. Qu'est-ce qui a fait que on a été obligé d'appeler les Indiens et pour mettre cette société dans un fondement et pas un peu faire une analyse là-dessus là? Non, mais là, c'est les mêmes problèmes. On recommence et tout le temps indéfiniment les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a vendu la BTD à Orabank
et parce que la BTD a été gérée de façon catastrophique. Est-ce que c'est parce que les nationaux n'arrivent pas à bien gérer nos... Et c'est parce qu'on ne met pas les nationaux qu'il faut à la tête de ces unités. Lorsqu'on dit que M. Koumou n'est pas de unir et que M. Koumou ne doit pas être nommé à tel poste ou à tel autre, et qu'on veut nommer telle personne parce qu'il est dans tel regroupement politique où il est de telle ethnie, mais vous n'aurez que ce genre de résultats. Ce sont les mêmes conséquences, c'est-à-dire on a une gestion catastrophique. On a aujourd'hui l'UTB qui est dans un processus de vente, on a la BTCI, c'est pareil, on a Togo Télécom qui passera par la même porte. Voilà, c'est exactement la même chose. On crée des entreprises, on est incapable de le gérer parce qu'on ne veut pas nommer des gens compétents, honnêtes à la tête de ces entreprises, parce qu'on estime que ces gens ne sont pas proches de vous. Non, puisque des gens ont donné la preuve de leur mauvaise gestion. Ben oui, et on arrive à cette catastrophe. Et quand le FMI est le dernier recours, parce que vous êtes au bord de la cessation de paiement, le FMI s'asseye et le FMI vous pose des conditions. Justement, l'Union européenne demande aujourd'hui au nouveau ministre de l'économie et des finances de s'asseoir avec le FMI. Mais je l'ai déjà dit. Je l'ai dit à M. Rigato lors d'une émission que nous serons... Mais pas ici, vous ne l'avez pas dit ici. Mais ici, oui. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Mais j'ai dit, M. Ayazor peut tourner en rond. Il va s'asseoir à la table du FMI. Et c'est ce que demande l'Union européenne. Nous sommes obligés. Nous sommes dans une situation d'endettement très critique. Nous avons un niveau de stock en devises, de réserve à stock en devises qui vaut 2 mois, 10 jours. Si nous atteignons 1 mois, nous allons nous mettre à queue aussi, ça descend zéro, tout le monde va se faire la queue pour acheter dans le supermarché. Nous sommes déjà à un risque rouge de couverture de nos importations en biens et services. Nous avons un déficit budgétaire de 14%, alors que le pacte de stabilité du MOA nous dit qu'il faut que le déficit budgétaire soit inférieur à 3%. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire, qui est à moins 500 millions selon le rapport de la Banque de France à fin 2014. Nous avons une économie qui a un taux de croissance qui est faible. Nous avons un niveau de PIB qui est faible. Nous sommes dans une situation difficile. N'en déplaise à tous ceux qui racontent leur vie en disant que le Togo a des indicateurs. J'entends des politiques, des gens qui disent qu'ils ont de l'avenir dans la politique au Togo ici, qui disent que les indicateurs sont bons. Moi, je les attends. Ils n'ont qu'à me donner les indicateurs économiques de ce pays qui sont bons. Et qu'est-ce que notre adhésion au PPTE c'est fini. a pu apporter au Non, une dernière question. Parce que là, on a débordé. Oui, on va poser la question, on va conclure. On a adhéré au PPTE, pays pauvre et très endetté, et avec les conséquences qu'on nous a promises. Qu'est-ce que ça a profité? Nous n'avons pas adhéré de gré. Nous avons été obligés de... On nous a dit que ça profitera au pays, mais est-ce que ça profite réellement au pays? Non, évidemment que non. Puisque l'objectif de l'effacement de la dette, c'était de permettre au pays de souffler et de pouvoir avoir la possibilité de se réendetter d'une certaine manière, mais de façon contrôlée. Est-ce que le pays souffle? Le pays s'est réendetté de façon vertigineuse. Et je l'ai toujours dit, les endettements qui ont été contractés n'ont pas servi à des investissements qui permettront de produire directement de la richesse. La preuve, notre agriculture n'est pas structurée jusqu'à ce jour et ne nous rapporte pas grand-chose. Alors qu'on aurait dû passer par là. On n'a pas construit de chemin de fer avec des gares pour dynamiser notre commerce intérieur. Mais nous nous acharnons sur la construction de routes. Alors que la maintenance de la construction d'une route et la production de richesse que ça va générer n'a absolument rien à voir avec la construction de chemin de fer. Voilà autant de choix. Nous investissons aujourd'hui dans le secteur tertiaire alors que nous aurons dû commencer par le secteur primaire parce que le Togolais, la plupart des Togolais ont une culture, ont une histoire agricole, du secteur rural, primaire. Voilà, nous n'avons pas fait ce genre de choix. Aujourd'hui, nous le payons. Nous avons des problèmes de ressources internes. Et j'espère que les Togolais, tous autant qu'ils sont, prendront leurs responsabilités. Merci à M. Thomas Koumou. Peut-être 20-30 secondes en titre de conclusion. Non, juste que toutes nos recommandations, nous souhaitons que nos gouvernants prennent responsabilité et mettent en œuvre ces recommandations s'ils veulent que ce pays se relève, s'ils veulent que ce pays sorte de la pauvreté. Pas uniquement dans le groupe WASEM, mais sur toutes les industries minières. Je veux parler de Nayega, je veux parler de Pagala, je veux parler de Bassar, le fer de Bassar. Et il faut qu'ils s'emploient
à ce que les richesses des populations servent à la prospérité de nos populations. Merci à M. Thomas Dodji Koumou, il est le président de Veille économique. Merci donc à David Baïdi Jabavi, merci à Basile Agbo. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques du monde entier et ceux qui nous suivent aussi sur le www.lcftogo.com. Et Docteur de ce juste ici, on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. La rediffusion c'est à 20h30 sur LC, 22h30 sur LCF et CTFM. À très bientôt.